Steve Rouillard is a 44-year-old French accountant and political activist from Guadeloupe who recently gained international attention following his 8-month detention in Togo. Rouillard was released from Togolese custody on December 31, 2025, and returned to France on January 1, 2026. His release was confirmed by the French Ministry of Foreign Affairs, Quai d'Orsay. He had been arrested on June 6, 2025, in Lomé, Togo, while living there as an expatriate. He was charged with undermining state security and disturbing public order following anti-government protests. Following his return, Rouillard has publicly thanked his supporters in Guadeloupe and described his detention as a period of extreme hardship, including claims of inhumane conditions made by his family during his imprisonment. He is a chartered accountant and business owner who moved to Togo in November 2024 to pursue entrepreneurial opportunities. Rouillard is an active political figure in Guadeloupe. He ran as a candidate in the French legislative elections for Guadeloupe's 2nd constituency in 2017, 2022, and 2024, often aligned with diverse gauche or nouveau Front Populaire platforms. Steve, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ton arrestation lors des manifestations à Lomé? Alors, j'ai été arrêté effectivement le 6 juin, suite à l'appel, suite à votre appel en fait. Suite à votre appel, suite aussi à l'appel d'Amron. Et donc j'ai été à la manifestation du 6 juin et malheureusement j'ai été arrêté en marge de la manifestation. La manifestation s'est terminée sur les coups de 11 heures. Bon, on n'était pas très nombreux, mais ça s'était plutôt bien passé. Et malheureusement, au lieu de rentrer chez moi directement, je suis resté à traîner. En fait, j'attendais un camarade qui venait me chercher. Et en fait, les heures ont passé. Et vers 14 heures, j'ai un autre camarade qui me contacte. Et bon, et en fait, c'était un espion. Mais bon, je suspectais que ce soit un espion. Mais bon, je lui ai dit bon, je lui fais confiance quand même. Et effectivement, vers 14 heures, je lui ai indiqué ma position. J'étais, peut-être à 500 mètres, 1 kilomètre, je veux dire 1 kilomètre, on va dire, du lieu de la manifestation à GTA. Et puis quand j'ai indiqué le lieu, il trouvait pas. Et ensuite j'ai donné le téléphone à une dame qui vendait de l'essence et elle lui a indiqué précisément où j'étais. Et lorsqu'il m'a rejoint, peut-être 5-10 minutes après, le temps que je sorte pas de ma cachette, mais de là où j'étais, il y a eu un camion de gendarmerie avec 6 soldats à l'intérieur et un véhicule avec 4 gendarmes qui m'ont arrêté quoi. Et ils m'ont menotté, ils m'ont envoyé au SRIC. Ok, d'accord. Bon, quand ils t'ont envoyé au SRIC, quelles sont les accusations précises? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on te reproche réellement? Alors, on m'a reproché d'être le coordinateur du M66 et je confirme que moi je suis un militant. Je me considère comme un allié du M66, mais je suis pas membre du M66. Voilà, et donc ils m'ont accusé d'être un coordinateur en fait du M66 au Togo. Ensuite, j'étais accusé ils m'ont accusé aussi d'être un espion français. Que moi je suis un militant panafricaniste et qui est contre les injustices quoi. Et donc j'ai été accusé par le juge d'instruction de trouble à l'ordre public. Ensuite, j'ai été accusé d'organisation de manifestations non autorisées et de diffusion de flyers quoi en quelque sorte. Et le plus grave, j'ai été accusé de complot contre l'État. Parce qu'effectivement, dans mon téléphone, ils avaient trouvé 2 messages que j'avais envoyés à une personne et où je disais qu'on allait purger le gouvernement et faire partir le président. Mais bon, c'était juste comme un cri de guerre, quoi. Et puis j'ai envoyé ça juste à une personne, quoi, à 2 heures du matin, la veille de la manifestation. C'était pas du tout, voilà. C'était
plus comme pour motiver, quoi, comme dans un match, avant un match de foot, vous voyez. Donc voilà, j'ai été accusé. Voilà les 3 points pour lesquels j'ai été mis pour lequel j'étais attaqué. Alors en fait, rapidement, en vrai de vrai, hein, en fait, pourquoi ils m'ont retenu si longtemps en prison? Je le dis, je joue la transparence, hein. C'est que en fait, ils sont tombés sur une vidéo que j'avais faite et où j'apparais masqué et je critique la politique du président. Mais j'étais très très dur, sans l'insulter. J'étais très très dur. Et en fait, mais comme il y avait Amron, il y avait le M66, enfin il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient des vidéos contre le président. Alors j'ai dit bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, donc du coup cette vidéo je l'ai pas publiée et j'ai dit à mon camarade de la supprimer. Mais le problème c'est que il avait enregistré dans son disque dur, il avait oublié de la supprimer. Et quand on a été perquisitionné, ils sont tombés sur la vidéo et ça a rendu le président, les membres du gouvernement, parce qu'ils l'ont vu. Je pense, enfin c'est les informations que j'ai eues, ils l'ont vu ainsi que les conseils, ils étaient furax et du coup ils voulaient que je fasse au moins 5 à 10 ans de prison quoi. Et voilà et donc. Comment s'est déroulée ton audition? En fait très très mal parce que le soir de mon arrestation, je suis convoqué dans le bureau du lieutenant. En face de lui, il y avait le commandant du SCRIC et un adjudant-chef. Et donc moi, j'arrive avec mes principes français où je dis voilà, je souhaite avoir un jugement digne et faire appel à un avocat. Et c'est là que le lieutenant me dit mais vous n'avez pas le droit, vous n'aurez pas le droit à un avocat ici et que voilà, on est au Togo, donc comment dire, j'avais pas qu'à me mêler des affaires du Togo, donc je serais jugé comme eux ils l'auront souhaité. Et ce qui se passe, c'est que très vite, quand j'arrive au bureau, je vois des cordelettes à terre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais avouer, puisque bon, j'avais fait rien de fait de grave selon moi. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'avouer. Et quand j'ai avoué qu'effectivement j'avais participé à la manifestation, je pense que le commandant, il était un peu déçu parce qu'il voulait me torturer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à s'énerver et il a trouvé un prétexte au niveau de mon passeport parce qu'il y avait une erreur dans mon prénom. Et je lui dis non, mais moi il dit oui, j'ai fait un faux visa, qui ceci, qui cela, j'ai fait un faux visa. Je dis mais commandant, c'est pas un faux visa, c'est vos collègues qui sont trompés. Mais moi, j'ai pas fait de faux visa. Comment voulez-vous que je fasse un faux visa? Et il s'approche vers moi et il me met un coup de poing. Waouh. Et là, tout de suite, ah ouais, là, il met un coup de poing. Et là, de ce là, je me lève. J'ai en face de lui, je dis mais pourquoi vous me frappez? Parce que bon, moi, je suis un. Tu te rappelles de son nom? Tu te rappelles de son nom? Non, franchement, j'avoue quand même pour sa sécurité, je vais pas le révéler. En plus, je suis pas sûr de son nom. Je crois savoir, mais je suis pas sûr. Ouais, donc, je peux pas malheureusement. Ok, vas-y, continue. Et donc, je me lève près de lui et je lui dis mais pourquoi vous me frappez? Pourquoi vous me donnez un coup de poing? Je vous ai rien fait. Vous avez eu le coup de poing à quel niveau, s'il vous plaît? Au niveau du visage, un gros coup de poing. Hein. Pendant 2 semaines, je sentais un peu une dent qui bougeait. Et j'avais une douleur et une dent. Et j'ai dit mais je vous ai rien fait, vous n'avez pas me frapper. Et j'avoue, j'allais lui remettre son coup de poing. Parce que moi, je tolère pas qu'on fasse n'importe quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, le lieutenant m'appelle, dit Rouillard, asseyez-vous, retournez à votre place. Et il appelle un gardien, ils m'ont menotté. Et à ce moment-là, le commandant commence à m'insulter. Oui, espèce de saligo, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Le Togo, c'est le Togo. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et comme il était très énervé, à un moment, le lieutenant, l'a fait sortir, quoi. Donc, il est sorti. Et avant de sortir, d'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Il dit, ah, tu as de la chance que tu n'es pas dans mon centre, hein. Si tu étais dans mon centre, on t'aurait torturé. On t'aurait frappé, on t'aurait torturé je sais pas s'il m'a dit jusqu'à la mort ou quoi, mais bref. Franchement, j'avoue là, à ce moment-là, j'avais peur. Mais heureusement, ils l'ont fait sortir. Et après, je me suis retrouvé seul avec le lieutenant et l'adjudant. Et
Et après, ça allait. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'avais promis de ne pas parler par rapport à mon dossier. Mais c'est vrai que je n'aime pas les injustices. Et c'est vrai qu'au SCRIC, j'étais confronté à un nombre invraisemblable de co-détenus qui se sont fait torturer. Torturer. Et j'ai vu même des jeunes filles se faire torturer, quoi. Franchement, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Voilà. Mais Steve, est-ce que tu peux nous dire plus en détail comment ils torturaient les gens? Dis-nous en détail vraiment tous les trucs qui t'ont choqué pendant ta détention, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a une chose qui m'énervait avec eux, c'est qu'ils torturent les gens avant de faire une enquête ou avant de faire une enquête et d'avoir des preuves. Et donc, ce qui fait que souvent, ils torturaient des innocents, quoi. Bon, ça arrivait qu'ils torturaient des bandits. Donc à ce moment-là, bon, j'étais un peu embêté pour eux, mais à la limite, ça passons. Mais souvent, le pire, ils torturaient des innocents. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent assis par terre. Ils allongent et ils vous font allonger vos jambes. Ils vous mettent une chaise au-dessus de vos jambes pour que vous puissiez pas bouger. Ils vous menottent les bras. Et il y en a un. Ils vous mettent les bras derrière le dos. Et ils vous menottent derrière le dos. Et vous avez un agent qui vous tient les menottes à terre, quoi, avec son pied, qui tient les menottes, qui appuie sur vos menottes avec son pied, et pendant ce temps-là, il vous fouette le dos avec des cordes là, des cordelettes là de la marine, et il y a un autre gardien, il fouette sous les pieds, ça fait mal, il fouette sous les pieds, et des fois il fouette même avec un bout en fer, parce que au bout des cordelettes il y avait un genre de crochet en fer, quoi, d'anneau en fer, un genre d'anneau en fer pour maintenir la cordelette. Et de des l'aluminium. fois... Oui. Comment? C'est de l'aluminium au bout de la corde, je connais ça bien. Ah ok, ouais, et il frappe en dessous des pieds avec. Et en même temps, il y en a un qui vous frappe le dos avec une cordelette, et il y en a un autre pendant ce temps-là qui vous met des coups de poing, des gifles, ils vous tapent sur la tête pour avouer. Et ils font ça, ils peuvent faire ça pendant une demi-heure, 20 minutes. C'est et donc moi j'étais scandalisé, quoi. J'étais scandalisé. Et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais. Mais attends, ils faisaient ça devant toi? Comment? C'était dans la même cellule ou comment ça se passait? Non. À ce moment-là, ils font ça. En fait, si vous voulez, au SCRIC, il y a vous avez les cellules qui sont au rez-de-chaussée. Et à l'étage, vous avez les bureaux des officiers. Donc, quand vous êtes interrogé, ils vous font monter au premier étage et ils vous torturent dans leur bureau, quoi. Ah ouais, ils vous frappent et tout, c'est horrible. Ils vous frappent pendant que vous êtes monté. Moi, c'est pourquoi? C'est parce que c'est les témoignages des co-détenus. Mais moi, j'ai des témoignages, j'en ai au moins une vingtaine, hein, de co-détenus qui se sont fait torturer. Donc voilà. Donc moi, je l'ai pas subi. Mais je vous raconte leurs témoignages. Et moi-même, le soir où j'étais interrogé, j'entendais des bruits de coups de poing. Avec un détenu qui criait, quoi, qui criait en recevant des coups. Et moi, ce que je reproche, en fait, hein, c'est de torturer avant même d'avoir interrogé. Et vous savez, je vais vous dire quoi? Tellement je suis quelqu'un, j'ai rien contre le pouvoir en place. Je vous donne une exclue. C'était à la fin de ma détention. Il y avait un petit jeune cabière, qui était originaire du village du président. D'accord? Je vous assure, là, je dis la vérité. Et ce jeune-là, d'ailleurs, quand il a été libéré, il a parlé beaucoup de moi à sa famille. C'est peut-être à cause de ça aussi que j'ai été libéré. Ce jeune-là, je sais pas, c'était un dimanche, et ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé. Si en fait il avait volé un téléphone, ils l'ont torturé. Et ils l'ont fait rentrer dans notre cellule pour qu'il puisse se rincer, quoi, enfin boire de l'eau, enfin un peu et ils nous ont dit, il y a un gardien qui nous a dit
de cogner notre porte. Quand il est prêt, voilà, il avait renvoyé dans notre cellule, je crois, pour qu'il aille au WC, quoi. Pour qu'il puisse faire le WC. Et le gardien a dit oui, que de cogner quand il a fini, et pour qu'il vienne le chercher. Et moi, ce que j'ai fait, mon co-détenu voulait, j'ai dit à mon co-détenu, non, vous cognez pas, vous laissez l'enfant, c'est un jeune de 20 ans, vous laissez l'enfant, vous cognez pas, quoi, vous laissez l'enfant, on laisse l'enfant dans la cellule, quoi. Ouais. Et du coup, heureusement, ils l'ont oublié, et il est resté dans la cellule. Mais en plus, c'était des tortures gratuites, quoi. Des tortures gratuites. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en plus, c'était un jeune originaire du village du président. Franchement, c'est des gens sans cœur, sans foi de moi. Et je vous assure, il y a des gars costauds qui ont torturé des jeunes filles, 2 jeunes filles de 19 ans, 18 ans, torturées. Ils avaient torturé leur dos, quoi, avec les cordelettes. Ah non, franchement, voilà. Ok, Steve, dis-nous réellement, quel a été le déroulement de la procédure judiciaire? En fait, 4 jours après mon arrestation, le jour de mon arrestation... Ton arrestation, ça a été musclé? Ils t'ont trimballé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'était musclé, ils m'ont jeté à terre, ils m'ont menotté, ils ont serré mes menottes, j'avais super mal, j'ai cru que j'allais perdre ma main. Donc, comment dirais-je, excuse-moi, répète-moi la question, s'il te plaît, excuse-moi. Oui, le déroulement de la procédure judiciaire. Oui, le jour de mon arrestation, donc le 6 juin, j'ai été présenté au procureur de la République et ensuite j'ai été présenté devant le juge d'instruction. Et alors, j'avoue, j'ai un doute. Hein. Je ne sais plus si c'est le même jour ou peut-être 2 jours après. Mais il me semble que c'est le même jour. J'ai été présenté devant le procureur et après devant le juge d'instruction. Et à ce moment-là, devant le juge d'instruction, il y avait des avocats togolais qui sont venus. Attends, excusez-moi, hein, j'essaie de me remémorer. Hein, je suis désolé. Bien sûr, non, prends ton temps. J'ai été présenté en tout cas à un procureur, ça c'est sûr. J'ai été présenté au juge d'instruction. Alors je sais pas si c'est le même jour. Ben, peut-être 2-3 jours après, j'ai été présenté au juge d'instruction. Et c'est là que j'ai fait connaissance de 4 avocats togolais qui se sont autodésignés pour me défendre. Et ensuite, j'ai été incarcéré et plus rien. Plus rien. Et c'est à partir du mois de juillet que j'ai compris qu'en fait, mon dossier, il serait pas traité comme un dossier normal, qu'il serait traité directement par le président de la République, parce que je sentais bien que c'était pas une procédure normale. C'est moi-même qui suis... en fait, moi, je suis expert comptable. Donc, je connais un petit peu le droit. Donc, j'ai tout de suite compris que la procédure n'était pas... Je faisais pas d'une procédure normale. Donc, en fait, moi, j'ai été retenu par le président du Togo comme 90% des détenus du SCRIC, en fait. Okay. On fait pas l'objet d'une procédure normale. Tout ce qui concerne djihadisme, politique, et même, je crois, tout ce qui est sexe et tout ça, sexe et tout ça, c'est géré directement par... et tout ce qui est litige dans l'entourage entre les membres ou les familles de l'entourage du président sont incarcérés au SCRIC. Et supervisés directement par le président du Togo. Bon, Steve, j'ai une question pour toi. Donc, ça veut dire que au SCRIC, tu as vu plein de gens qui sont venus pour des motifs même de problèmes autour de la famille du président qui étaient là. Bien sûr. J'ai même fait connaissance du fils d'un général du temps du président Yadema. J'étais même dans la cellule alors je sais pas si c'est son cousin ou son neveu, mais ça doit être un cousin du président. J'ai partagé la cellule avec un cousin du président du Togo. Franchement, j'ai croisé au moins 2 ou 3 personnes qui étaient de l'entourage. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi ils étaient là? C'était quoi le problème?
Il y en a un, c'était par rapport à un problème de port d'armes. Le cousin, mais il était un petit peu déréglé, hein. Il avait des problèmes psychiatriques, quoi. Donc, Ok. et puis l'autre, c'était un problème de succession, c'est-à-dire que si vous voulez, les autres frères et sœurs accusaient le détenu d'avoir détourné l'argent, quoi. Et en fait, c'était les enfants des descendants d'un grand général du président du Togo, à l'époque des Yadema. Et en fait, voilà, c'était par rapport à un litige lié à la succession entre les enfants, quoi. Ok. Parce qu'ils étaient trop. Maintenant, dans la cellule, vous étiez combien, à peu près? Ça variait, mais en moyenne, on était entre 8 et 20. 20 détenus. Alors, j'ai fait une première cellule de juin à août, qui était la cellule 1, où en moyenne, on était entre 6 et 8. Et après, à partir de septembre, j'ai été transféré à la cellule 2, où en moyenne, on était entre 8 et ça peut monter jusqu'à 20. Hein. Ouais, entre 8 et 20, je crois, hein. Voire 17. Ça variait en fonction des semaines ou en fonction des jours. Mais c'est vrai que les conditions étaient très difficiles parce que il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de télé, on dormait à même le sol, on mangeait que 2 fois par jour, midi et soir. On n'avait que 5 minutes pour manger, des fois que 2 minutes pour manger. Les douches étaient bouchées, donc on devait vider l'eau dans les toilettes. Moi, j'ai attrapé des infections. J'ai attrapé des infections au niveau des parties génitales, entre les jambes, même dans l'anus, quoi. On a attrapé des plaies parce que on essaie de nettoyer, mais c'est pas aux normes, quoi. Si vous voulez, les cellules ne sont pas adaptées pour accueillir des gens tout simplement. Des êtres humains, quoi. Des êtres humains c'est adapté pour 48 heures, 72 heures, mais c'est pas adapté pour accueillir des personnes pour 15 mois, 13 mois, 7 mois. Steve, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as fait connaissance d'un prisonnier politique au nom de Jean-Paul Omolo? Oui, bien sûr, il était en face de ma cellule. Et bon, il faisait en sorte soigneusement qu'on puisse pas se croiser, mais donc on se croisait le soir quand moi je dînais et lui il rentrait dans sa cellule. Et je tiens vraiment à vous dire que c'est vraiment un vrai combattant parce que il est très courageux. Ça va faire là, il attaque sa 5e année d'enfermement au SCRIC. Sa femme vient matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Vraiment. Il a une femme formidable, lui il est courageux, il m'a donné plein de conseils, c'est grâce à lui que j'ai pu sortir parce que si vous voulez, je pense que leur stratégie c'était de faire en sorte que je reste plus longtemps, quoi. Et donc à chaque fois il me donnait des conseils pour ne pas m'énerver. Quand à un moment j'avais perdu jusqu'à 40 kilos, il m'a conseillé de manger, me donner plein de conseils, c'est vraiment un homme extraordinaire. Et je lui ai dit, moi en tout cas, je m'étais dit que le jour où je sortirais, je ferais tout pour le faire libérer. Et ça, c'est pourquoi, effectivement, bon, j'avais signé un accord de trêve avec le président du Togo. Mon père, entre guillemets, avait signé un accord de trêve avec le président du Togo pour que je sois libéré. Mais j'avoue, j'ai décidé de sortir de cette trêve tant que tous les détenus politiques ne seront pas libérés, quoi. Et notamment Jean-Paul Oumoulou, qui est vraiment, encore une fois, un vrai combattant, un vrai frère. Et si vous pouviez aider sa femme, parce que vraiment, c'est très très dur, elle est très courageuse et voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'il était bien portant? Il était dans quel état? Pas trop, il prend plein de médicaments. Moi, je le voyais, il boitait. Franchement, malheureusement, nous, on se disait que c'est un gars, quand il va sortir, il va pas vivre longtemps, quoi. Wow. Parce que, il est pas bien, quoi. Il est pas bien et je trouve que c'est totalement injuste. La durée de sa détention par rapport à la faute qu'il a commise. Je suis d'accord que c'est pas bien, c'est interdit d'insulter un président, mais de là à le faire condamner
à 10 ans de prison sans être même jugé. Vous savez, il n'a pas été jugé, il a même pas vu un juge. Il est fermé comme ça au SCRIC, ça c'est un scandale. J'ai honte. J'ai honte d'être noir, excusez-moi, hein, mes frères, hein, mais j'ai honte d'être noir, le fait d'avoir vu ça. Moi, j'ai grandi enfant, je suis né enfant, j'ai vécu le racisme, je vais pas être trop long, mais j'ai même le pire des racismes, n'aurais jamais traité de la sorte son pire ennemi. Jamais. Et de voir un noir qui fait ça, qui fait le tour du monde, faire des discours pour défendre les afro-descendants. Voilà, donc c'est un scandale. Voilà. Mais est-ce que tu remarquais que lui, il avait un traitement un peu plus dur ou bien tu penses que... Parce que bon, en général, est-ce que certains détenus étaient traités plus dur que d'autres? Oui, il avait un meilleur traitement que nous. Parce que, déjà, il avait... sa femme, il avait la possibilité que sa femme lui emmène le repas tous les soirs. Il mangeait devant sa femme. Il l'autorisait à manger devant sa femme le midi. Le soir, il avait la possibilité de manger dans sa cellule. Nous, on mangeait, on devait manger dans un couloir sur un banc. Et on avait à peine 5 minutes pour manger. Bon, lui, quand même, il pouvait manger. Il pouvait prendre son temps pour manger. Il pouvait rester plus longtemps. Enfin, on lui laissait plus de temps au niveau du repas. Mais je pense aussi je crois qu'il a une natte aussi dans sa cellule. Mais voilà. Mais autrement, il pouvait pas sortir comme nous. Il est enfermé comme nous. Et lui, voilà, c'est vrai qu'il a amené un petit traitement de faveur. Mais encore une fois, ça va faire 5 ans qu'il est là, quoi. C'est trop. Il a la barbe rasée, il a les cheveux rasés ou pas? Non, il a une grosse barbe. Il est méconnaissable. Hein, il a une grosse barbe avec beaucoup de cheveux. Il est grisonnant, cheveux grisonnants, barbe grisonnante. Ouais, mais on voit ça fait 5 ans qu'il s'est pas rasé. Presque 5 ans. Ah, ok, ça doit être pour ça. Hein. Il a une grosse barbe. Je me demandais comment il faisait. Il a une grosse barbe et tout. Donc voilà. Quand lui toque un micro. Et Steve. Oui. Okay. Mais quand vous dites que vous l'avez vu, il est en train de boiter, ça dit, il marche avec calme, ou bien tu peux un peu décrire son image aux Togolais qui n'ont pas le choix qui n'ont pas eu la chance de le voir. Tu peux lui décrire de la tête aux pieds, comment il se comporte, comment il parle. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour sa vie, là ou à la sortie? Tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît. Non, il a beaucoup d'espoir, il est très positif. Il discute avec les gardiens, il discute avec les officiers. Il a toujours une touche d'humour et comment dire, oui, il boite un petit peu, quoi. Il boite un petit peu. Il a un petit bide, un petit ventre. Il a un peu comment dirais-je, il est un peu grassouillet, quoi. Mais non, il n'a pas de canne quand même. Mais il boite, ouais. On voit qu'il boite un peu. Mais voilà, et moi je le voyais avec ces tonnes de médicaments, ça me rendait très triste. Il prend beaucoup de médicaments, alors je sais pas quelle maladie il a, peut-être, quoi. Mais je sais qu'il prenait beaucoup de médicaments. Mais en tout cas, il reste toujours positif. Toujours. C'est ça et il m'a beaucoup, encore une fois, il m'a beaucoup aidé à tenir. C'est quelqu'un de très courageux. Et vraiment, si je peux... Ce que je vous demanderais, c'est de ne pas lâcher. Et si vous pouviez aider sa femme, parce que vraiment, à titre personnel, hein, je dirais, parce que vraiment, elle le mérite. Et c'est un véritable combattant. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Je voulais aussi, Toby, si tu me le permets, s'il te plaît. Ouais. Il y a des historiens, il y a les journalistes qui sont en train de nous suivre ce soir. Je voulais revenir un peu en arrière, s'il te plaît, Steve. Quand vous avez parlé du côté de la torture des jeunes filles entre 18 ans et 19 ans. Vous savez, quand on parle de mot torture, c'est les actions qui se trouvent dans ce mot, qui forment le mot torture. Je voulais savoir exactement qu'est-ce qu'ils faisaient aux filles de 18 ans et 19 ans comme torture. Qu'est-ce qu'ils font exactement envers leur corps, s'il te plaît? Je vous explique le contexte. En fait, moi, j'avoue, même moi, si c'était ma fille, hein, j'aurais donné une calotte. Enfin, j'aurais secoué, j'avoue. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est deux filles, deux jeunes filles, deux jeunes adultes de 18 et 19 ans, des belles filles, hein, et elles sortaient avec deux garçons, un garçon de 27 ans, un garçon de 25 ans, qui faisaient, qu'on appelle ça, qui était fétichisme, quoi. Qui faisait fétichisme, c'est-à-dire ces gars-là, ils promettent qu'ils vont multiplier l'argent et ils se font payer pour ça. Et donc, ils étaient au SRIC parce qu'ils étaient accusés d'escroquerie, quoi. Et donc, à la fin, les gars, ont été libérés et tout ça. Enfin, les gars, on savait qu'ils allaient être libérés. Enfin, on était le dimanche, hein. On savait qu'ils allaient être libérés. Et on apprend que le dimanche soir, hein, c'est le dimanche soir, on apprend que les gardiens ont torturé les filles. Mais quand je dis torturé, c'est-à-dire avec les cordelettes, ils ont fouetté le dos des filles, mais fouetté vraiment, hein. Fouetté pas, elles avaient des marques dans le dos. Non, muté. Pour moi, c'est de la torture parce que ils ont fouetté le dos des filles, des hommes, hein, des gars costauds. C'est pas des femmes en plus, hein. Des hommes, hein, qui ont fouetté le dos des filles. Alors encore une fois, si c'est ma fille, j'aurais puni, hein. Je l'aurais secoué quand même. Mais pas de là à fouetter le dos des femmes, quoi. Et elles avaient des marques dans le dos. Et donc moi qui suis français, quand je vois la France qui fait tout un speech pour les violences faites aux femmes, les féminicides, et que je vois que la France soutient ce pays-là, mais j'ai honte. Je le dis. Ils ont qu'à venir m'arrêter, faire un contrôle fiscal. J'ai honte d'être français. Quand je vois ça, j'ai honte. J'ai honte. Et je me suis promis que j'allais révéler ça. Je vous avoue que quand j'étais dans ma cellule, j'ai dit non, je vais pas le dire et tout. Mais là, j'ai dit non, je dis c'est parce que je veux pas que ça recommence, ça arrive encore. Donc pour moi, c'est de la torture parce qu'il fouettait le dos des filles. Il frappait fort. Ok, bien avant, Steve. On va donner la parole. Oui, après j'ai des questions. Hein. Oui, bien sûr. Je vais te donner la parole. Je t'ai vu. Bien avant qu'on revienne, on va donner la parole à Zaga. Et après, on reviendra sur les démarches faites par ta famille envers le gouvernement français, d'accord, pour obtenir ta libération. Zaga, ta question. Ouais, ma question, en fait, c'est de savoir comment a été négociée ta libération. Ah, très, 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 très bonne question. En fait, je vais pas être très long, mais je vais synthétiser. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est l'erreur monumentale du président du Togo. Lui, il pensait que, excusez-moi, c'est pas pour être arrogant, mais il pensait que j'étais le petit Togolais lambda comme ça, qu'on arrête, qu'on va torturer et qu'on va enfermer et que y aura pas de répercussions pour lui, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que déjà. Le premier à croire en ma culpabilité, c'était le ministre de la Justice. Parce que il connaît, je le dis, je m'en fiche, il connaît mon cousin depuis l'âge de 8 ans. Il était, à l'époque, il vivait en France, il était éducateur de rue et il connaissait mon cousin Germain, quoi. Depuis l'âge de 8 ans. Donc, mon cousin l'a contacté dès le mois d'août, il lui a envoyé un message sur Facebook, lui a demandé de faire en sorte de me libérer. Donc, du coup, il a été le premier à croire ma culpabilité, à mon innocence. Et donc voilà, et donc pour en arriver là, en octobre, il est monté à Paris et donc il avait pu négocier auprès du gouvernement togolais et du président ma libération. Mais en fait, en toute transparence, mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute, c'était dans le cadre des négociations qu'il avait obtenu, l'accord qu'il avait obtenu du régime togolais. Tu parles d'Adjourouvi, on est d'accord? Ouais, voilà. Il faut que tu précises. C'est le ministre de la Justice. Et donc, il a demandé à son homologue que je sois libéré en échange de votre extradition à vous, 8 membres à vous les membres du M66. Qui, par exemple, le nom, s'il te plaît? C'est-à-dire, non, je sais pas. On m'a dit, moi, c'est l'information que j'ai, c'est que ça concernait 8 membres du M66. C'est sûr qu'il y avait Zanga dedans. Après les autres, je sais pas, je connais pas vos noms. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon avocat. Moi, je vous connais pas. Moi, je suis que sur TikTok. Je suivais Zanga sur Facebook. Moi, je vous connais pas. Je connais pas, moi. Ouais, je sais, parce que pourquoi
c'est en prison, au mois d'août, j'ai appris qu'il y avait l'homme 66. Je sais même pas si ça existait. Bref. Et donc, mais bien évidemment, la France a refusé parce qu'on peut pas extrader un étranger qui a l'asile politique et qui n'a pas commis de délit. C'est pas possible. Donc, rejeté. Donc, il retourne au Togo. Ensuite, j'ai mes amis députés en Guadeloupe. J'ai des amis qui sont députés en Guadeloupe. Et puis avec la pression, tout ça, j'ai des amis députés qui ont mis pression sur le président Macron pour convoquer le président du Togo. Et bref, en tout cas, Macron, jusqu'à maintenant, il n'était pas, il n'était pas rentré dans le dossier, mais il est rentré dans le dossier. Et le 30 octobre, il a convoqué le président du Togo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le président du Togo a demandé en échange de ma libération immédiate je sais pas si c'est un don ou la vente d'armes, donc des missiles, des armes. Donc il avait invoqué que c'était pour lutter contre le djihadisme et pour la sécurité intérieure. Et Macron lui a dit OK, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci pour la livraison des armes. Et après il a demandé aussi mon échange contre Zaga, l'artiste Zaga Bongo, c'est ça? Et le président Macron a dit c'est pas possible parce que moi je suis président de la France, certes, mais moi j'ai pas la main sur la justice et en plus de ça, il n'a pas commis de délit, donc on peut pas l'extrader quoi. Et du coup, le président du Togo s'est fâché, ils sont fâchés, ça s'est super mal passé et tout ça. Et au dernier moment, même le président de Togo, apparemment, il a même quitté la table, il est parti. Et c'est le président du Français qui l'a rejoint, qui l'a rattrapé. Il a dit, écoutez, on garde le contact, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et c'est à ce moment-là que quand mon père a vu que même le président français arrive pas à faire entendre raison le président de Togo, mon père a dit, bon, bah, il va rentrer directement en négociation avec le président du Togo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon père, donc mon père, en fait, ce qui se passe, c'est que le monde est petit. Il a su que Claude Issard organisait un grand événement au mois de décembre au Togo. Et donc mon père a contacté Claude Issard. Il a demandé à Claude Issard, je résume, hein, il y a d'autres personnes qui sont intervenues, mais je donne les moments clés, quoi. Et Claude Issard a dit OK. Et il faut savoir que Claude Issard, en fait, mon père connaît Claude Issard depuis que je suis bébé. Je crois que j'étais même pas né. Ils sont amis, ça fait plus de 40 ans. Parce que mon père, c'était son manager à l'époque quand il était artiste. Claude Issard a commencé comme artiste. Maintenant, il est journaliste et tout ça, RFI, et il est dans l'événementiel. Et bref, ils sont chacun fait son chemin, mais ils sont amis, quoi, de 40 ans. Et donc, Claude Issard a dit, OK, je vais faire en sorte de faire libérer ton fils. Et il faut savoir que Claude Issard, c'est un Guadeloupéen comme moi, quoi. Et donc, Claude Issard, il est conseiller en communication du président du Togo. C'est pas son ami, mais il travaille pour le président du Togo et c'est lui qui organise les grands événements au Togo. Et notamment, c'est lui qui a organisé le 9e congrès panafricaniste. Et ce qui se passe, c'est que Claude Issard a mis dans la balance qu'il ne présenterait pas l'événement si il n'avait pas la confirmation que je serais libéré au mois de décembre. Et donc finalement, le président, le gouvernement ont accepté de me libérer. Et donc normalement ça devait se faire le 12 décembre. Après ça a été repoussé au 25 décembre et puis finalement j'ai été libéré au 31 décembre. Et c'est vrai que c'est Claude Issard qui a été la clé entre moi et mon père, puisque en fait voilà, c'était c'était l'intermédiaire, parce il est très proche des deux personnes. Voilà. Donc c'est comme ça, voilà les conditions qui ont fait que j'ai été libéré. Bon, ma deuxième question est que de toute façon les Claude Issard et tout ça, tous ces panafricains qui soutiennent Faure Gnassingbé aujourd'hui, pour moi, c'est des faux. Parce que eux, c'est des gens qui m'ont inspiré, en fait, à rentrer dans ces genres de combats, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui que eux-mêmes sont en train de soutenir un dictateur, soit disant qu'ils ont besoin du port ou bien nanani nanana, quand je vois Claude Issard dire
Denoua dit merci aux autorités togolaises. Nanani. Et j'ai écrit dans son commentaire, je dis, si Steve Rouillard avait été arrêté en France et torturé comme ça, il n'allait jamais être comme ça. Il allait plutôt crier sur le régime de France et le gouvernement de France, dit que voilà, telle personne est torturée, nanani. Et pourquoi de l'autre côté, il dit aux gens de dire merci à Faure Gnassingbé. Comment on peut dire merci à quelqu'un qui a torturé ton frère? C'est que quelqu'un qui arrête Steve Rouillard et qui le prend, qui le torture, qui le malmène. Toi, aujourd'hui, tu demandes aux gens d'aller dire merci aux autorités dictatoriales, de dire merci d'avoir torturé Steve Rouillard, de dire merci d'avoir emprisonné le gars, de dire merci parce que à un moment donné, même la famille de Steve Rouillard, moi personnellement, je ne voulais même plus parler parce que j'entendais tout ce qu'il disait, ouais, M66, c'est nani, blablabla. J'ai compris que la famille avait peur, ils voulaient juste la libération de Steve Rouillard. Mais moi, je voyais au-delà de ça. Maintenant, il y a une information aussi que les gens disent. Apparemment, quand tu es allé à l'aéroport, c'est ministre de la Justice à Dourouvi qui t'a accompagné à l'aéroport. J'aimerais savoir si c'est vrai. Alors, oui, alors juste pour une précision, j'ai pas été torturé physiquement, mais j'ai été torturé psychiquement. Oui, mais tout ça c'est la torture. Dans la tête, tout ça, tu pouvais être touché. J'ai perdu 40 kilos, j'étais dans le coma pendant 15 jours. Les 15 premiers jours, j'étais dans le coma. J'étais comme un légume, puis j'ai perdu 15 kilos. Bref, oui, et concernant Claudicia, effectivement, on a non, c'est pas Claudicia. Apparemment, j'aurais appris que c'est oui. le ministre de la Justice, monsieur Adjourouvi, qui t'a accompagné à l'aéroport. J'aimerais juste savoir si c'est vrai. Oui, je vais te répondre. Mais concernant Claudicia, on a discuté quand je suis rentré à Paris. Et effectivement, on n'était pas d'accord comment dire, on n'était pas d'accord sur le panafricanisme. Bon, lui, voilà, il a son avis. Et après sa chaîne d'entreprise, moi, je dis que en matière on peut pas être panafricaniste et soutenir des dictatures impopulaires. Et c'est ce que je lui ai dit. Et donc, je comprends que, voilà, donc moi, je soutiens pas, Codissar, c'est mon ami, mais on n'est pas d'accord politiquement. C'est ça que je voulais juste dire. Donc, voilà. Ensuite, concernant, oui, en fait, j'étais accompagné, j'étais expulsé, à 3h du matin, le 1er janvier. Et effectivement, je le salue honnêtement, hein, le ministre de la Justice est venu me dire au revoir, en fait. Il y avait l'ambassadeur de France, il y a eu les agents de l'ambassade de France qui sont venus me dire au revoir. Et c'est vrai que, c'est les agents de sécurité qui m'ont escorté à l'aéroport. Et le ministre est venu effectivement me saluer pour mon départ. Mais il faut savoir quand même que, au-delà qu'on soit pas d'accord politiquement, mais c'est vrai que le ministre de la Justice, comme je dis, on a un lien familial parce que il connaît très très bien mon cousin, comme depuis tout petit. Donc voilà, en plus, sa femme et ses enfants sont, en tout cas, la maman de ses enfants et ses enfants sont guadeloupéens. Et je sais que eux aussi, ils ont mis beaucoup de pression par rapport à mon incarcération. Donc lui aussi, ça lui causait des gros problèmes familiaux. Et il voulait vraiment que ce problème-là soit réglé parce que même chez lui, ça lui posait des gros problèmes. Parce que ses enfants me soutenaient et sûrement ses enfants connaissaient mon cousin. Donc voilà, mais il est venu me saluer en tant que ministre, mais c'est aussi, voilà, parce que on a ce lien, je dirais, le père familial. Attends, Kodovi, attends d'abord, s'il te plaît. Et puis, brûle notre bord, Kodovi. Oui. Comment? Ouais, vas-y, continue. Non, je disais que, voilà, il m'a salué, il est venu me dire au revoir. Il faut savoir qu'il a vécu en Guadeloupe quand même. Il a vécu pas mal d'années en Guadeloupe. Moi-même, je suis guadeloupéen. Et c'est vrai que j'ai transmis mes excuses au président du conseil parce que moi, mon but, j'en veux pas contre lui personnellement, ni contre le gouvernement. Moi, c'est ce que je le reproche, c'est de ne pas travailler et de ne pas gérer le Togo en bon père de famille, si vous voulez. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, c'est pas eux personnellement que j'en veux, c'est le fait qu'ils travaillent pas et la mauvaise gouvernance. Donc, moi, j'ai dit, je transmets mes excuses, quoi, que je veux pas que ça en arrive là. Et l'autre point, j'ai demandé effectivement au ministre de transmettre mes excuses aux membres du gouvernement, parce que bon, moi, c'est pas,
moi, j'étais venu au Togo pour faire du business, vous voyez, pour créer des emplois, apporter une valeur ajoutée et participer au développement de l'Afrique. J'étais pas venu pour participer à une mobilisation, mais voilà, les choses ont fait que, voilà, moi j'ai un cœur, je suis un humain, j'ai des valeurs, je ne pouvais pas rester inactif, quoi. Je ne pouvais pas rester inactif, d'accord? Je suis un militant panafricaniste, voilà. Donc c'est dans tout ce contexte-là qu'il est venu me dire au revoir à l'aéroport. Ouais, mais on est bien d'accord que c'est parce que toi, t'as le passeport français ou t'es guadeloupéen. Parce que les Togolais qui sont même dans leur propre pays n'ont pas eu la chance d'avoir cette chance que tu as eu de sortir de là-bas, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ces gens-là, je vais les combattre jusqu'à ma mort. Tu comprends? Même, c'est même pas une question de gérer le pays ou bien de ne pas travailler ou bien de ne pas faire. Le pays ne leur appartient pas. Soit le pays, c'est pour tous les Togolais, ok? Et ça fait 60 ans qu'ils sont au pouvoir. Et si on fait le résultat aujourd'hui culturellement, tout est mort. Ils ont fait que tuer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont allées en prison pour rien. Et moi-même aujourd'hui, si je meurs même dans ce combat, je serai très fier. Maintenant, moi, je te souhaite bonne arrivée. Je te souhaite en fait, je dis Dieu merci que tu as pu sortir dans cette situation grâce à tes relations familiales, tout ça. Mais il faut jamais oublier que ces gens-là, c'est des diables incarnés même dans le pays. C'est des gens qui n'ont pas pitié. Tu vois, moi par exemple, là, moi si on m'aurait arrêté, jamais on allait me libérer. Même 60 ans après, ils vont me torturer jusqu'à la mort parce que je parle de, tu vois, moi je suis pas, voilà, je sais pas. J'espère que tu comprends et que tu seras pas touché psychologiquement et dire que voilà, il faut leur dire merci. Ils vont rien faire. C'est des gens qui vont continuer à faire ce qu'ils ont fait à toi et à d'autres personnes et à d'autres personnes, eux-mêmes au peuple togolais, même jusqu'à la mort. Tu vois? Donc, du coup, moi, je dis Dieu merci que tu as pu sortir dans cette histoire-là, mais il faut jamais abandonner la lutte idéale que tu avais ou bien la vision que tu avais depuis le début sur ce pays ou bien sur le continent africain. Parce que tôt ou tard, nous tous, que ce soit les Guadeloupéens, les Martiniquais, tous ceux qui vont se sentir africains doivent aller sur le continent africain sans avoir peur, avoir les mêmes sécurités qu'ils ont chez eux là-bas avant de retourner là-bas. Et c'est sur ce combat que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Oui. J'ai une question là, monsieur Steve, s'il te plaît. Alors, juste un truc, je vais répondre à Zanga. Zanga, je suis d'accord à 100% avec toi, je te soutiens à 200%. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et d'ailleurs, moi, si jamais le président français, ce qui est impossible, hein, mais si jamais ils avaient accepté notre échange, je peux t'assurer que j'aurais fait en sorte que je reste au SRIC. Quitte à agresser un gardien, je m'en fous. Je voulais pas de transfert. Et heureusement, les Français ont refusé ça. Et le truc qu'il faut savoir aussi, merde, je perds mon fil. C'est pas moi qui ai choisi de partir. Moi, je voulais rester, hein. Je voulais rester au Togo au moins, 2 ou 3 semaines pour remercier mes camarades togolais, mais c'est eux qui m'ont expulsé. Mais alors, je vous avoue que si j'étais resté au Togo, je serais resté tranquille. J'aurais pas fait de live, je serais resté dans mon coin tranquillement, quoi. J'aurais pas fait, pas fait de militantisme, j'avoue. Mais si ça tenait qu'à moi, je serais resté. Mais ils m'ont expulsé. Et c'est d'ailleurs, ils ont attendu que j'embarque dans l'avion pour libérer les 1511 détenus politiques. Ouais. Donc, dont Affectio. Donc, non, les 1511 détenus, dont les 81 prisonniers politiques et dedans, il y avait Affectio. Donc voilà, moi, j'ai été expulsé. Mais moi, je voulais rester parce que encore une fois, j'aime le peuple togolais. Lorsque j'étais libre au Togo, je naviguais entre le Togo et le Bénin. J'ai passé les 5 meilleurs mois de ma vie et je voulais pas partir. Et d'ailleurs, j'ai mes proches, ma famille, dit mais toi, tu serais jamais rentré si t'avais pas expulsé. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Si je voulais répondre à Zanga. Ok. Zaga, t'as eu toutes tes réponses? Ok, merci beaucoup. Steve, je te précise qu'il n'y a pas eu 1500 prisonniers qui ont été libérés. Il y a moins de 100 prisonniers qui ont été libérés. Moins de 100. D'accord? Ah, pardon, c'est 1511. Ouais. Non, c'est même pas ça. Donc, c'est un gouvernement qui ne dit pas la vérité. C'est des menteurs dans ce gouvernement. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un accord pour ta libération? Enfin, il y a un accord entre... il y a un accord entre deux patriarches. La France n'a rien fait pour moi. Je sais pas qu'ils n'ont rien fait pour moi, mais bon.
ils ont traîné les pieds et après bon, il y a comme Macron qui a essayé. Quand ton père est venu à la charge, c'est-à-dire quand ton père est venu vraiment négocier, il y avait Claudicia qui était entre vous deux, entre le gouvernement togolais et toi et tes parents, mais est-ce qu'il y a eu un accord? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont demandé, bon, bien sûr, on va te libérer, mais il faut que tu dégages du pays. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses? Oui, il y a eu un accord entre eux. Mais voilà, vous savez, c'est deux patriarches, quoi. Mon père, c'est deux chefs de famille. C'est deux chefs de famille. Et en fait, oui, il y a un accord entre mon père et le président du Togo. En fait, c'est un accord de trêve. Mais c'est moral, hein. C'est un accord de trêve entre deux patriarches. Entre deux dictateurs, je dirais. Et en fait, c'est que mon père arrête de faire ses vidéos de mobilisation pour moi et pour les détenus politiques et en contrepartie que je sois libéré. Mais je vous avoue que je suis un peu en conflit avec mon père. Parce que lui, il veut pas que je parle de ce dossier, mais je peux pas abandonner mes camarades tels que Oumoulou. Vous avez Seption Télé, vous avez aussi Presilia, Kebo, vous avez Issa, Sambo Moumouni, Ali Garba, qui sont toujours retenus au SCRIC. Il y a Kabou, qui sont pour la plupart des innocents. Et je me suis promis de tout faire en sorte que ces personnes-là soient libérées pour que j'arrête, pour que je respecte cette trêve. Voilà. Mais oui, il y a un accord moral, quoi, entre mon père et le président du Togo. Voilà, après, c'est un accord d'homme, quoi. Tu comprends? Il n'y a pas d'écrit, quoi. Ok. Ouais, Cordier Togo. Ouais, Steve, bon, merci pour ton témoignage, mais j'ai remarqué que à cause de l'accord moral, comme tu dis, je pense que ça fait que il y a des détails que tu n'oses pas vraiment entrer dans tu n'arrives pas à entrer dans le détail de certaines choses avec nous. Après, il y a le temps. Je veux pas trop, comment dire, vous prendre du temps, quoi, parce que. Mais non, mais il y a pas de souci. Je peux répondre à tes questions. Hein. Non. Moi, c'est une question. Je pose. Est-ce que à cause de l'accord, ça t'empêche de vraiment aller dans les profondeurs, ou bien c'est à cause du temps? Non. Franchement, moi, je joue la transparence avec vous. Il risque d'émettre un mandat d'arrêt contre moi, hein, là, par rapport à ce que j'ai dit même ce soir. Non. Mais, Steve, je tiens à te rassurer de ce côté. Ils vont jamais te ramener au Togo. D'accord? Voilà. Je tiens à te rassurer. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. De toutes les manières, je vais te dire quelque chose. De toutes les manières, moi, j'ai pas peur. Ils peuvent même s'ils me ramènent au Togo, c'est pas grave. Je me battrai, je me battrai pour mon honneur, je me battrai pour le peuple togolais. Mais non, j'ai joué la transparence. Après, je peux pas. Mais ma dernière question, Steve. Penses-tu que quand tu disais que le ministre de la Justice était conscient que tu étais innocent, est-ce que tu as remarqué à un moment donné qu'il était impuissant auprès du président de vraiment plaider pour toi, pour dire qu'il te connaissait, il connaissait tes frères, ou bien comme tu as expliqué? Voilà. J'explique quelque chose, c'est que, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le président, c'est quelqu'un de charismatique, c'est lui qui décide, mais c'est lui qui dirige le pays, mais en fait, il n'est pas tout seul à décider. En fait, c'est une dictature collégiale avec le président du Togo, ses conseils et les ministres. Donc, si vous voulez, en fait, il peut pas décider tout seul. Et donc, je pense que lui, quand même, peut-être, allez, je dirais, peut-être dès début décembre, il était pour ma libération. Même avant, peut-être, en novembre, dès début novembre. Mais comme ils étaient minoritaires avec le ministre de la Justice, donc ils devaient convaincre, je pense, il fallait arriver à convaincre les autres ministres. Et d'ailleurs, c'est un sénateur guadeloupéen qui, je pense, qui a convaincu le ministre des Affaires étrangères, David Dosset, je crois il s'appelle, de mon innocence. Voilà. En fait, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Ouais, tu réponds. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de actions diplomatiques, en fait. Ouais. Okay, mais il n'est pas seul à dire.
Ok, merci. Steve, vraiment merci. Et puis, je sens que vous êtes... Je voulais savoir, hein, combien les avocats... Vous me recevez? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Voilà. Combien les avocats togolais ont pris au niveau de votre famille pour pouvoir vous défendre? Alors, en fait, j'avais 4 avocats et l'avocat principal, c'était Maître Ato Mensah, que je salue d'ailleurs et que je remercie. Et donc, en fait, ma famille a versé... Mon père a versé 1500 € d'acompte pour Maître Ato Mensah et les 3 autres avocats. Et ce qui s'est passé, c'est que... Donc, c'est seulement ça. Et ce qui s'est passé après, bah, il s'est pris la tête avec mon père. Et parce qu'ils n'avaient pas la même stratégie, je pense, de défense. Et parce que Maître Ato Mensah était plus pour la discrétion. Et mon père, lui, il en avait marre, il voulait tirer dans le tas, quoi. Il était plus pour que ça soit médiatisé. Et donc, je sais pas. En tout cas, je sais que mon père, sans me consulter, il a changé d'avocat. Et ensuite, il a convoqué, il a pris Maître Sosa. Et Sosa, je sais pas combien il a demandé. Franchement, je sais pas combien il a demandé, mais faut compter, je sais pas combien il a demandé, peut-être 3000 €, je sais pas. Et après, il y a Maître Charles Naté. Bon, lui, c'est un avocat togolais et guadeloupéen. Et lui, il m'a demandé 5000 €. Donc, justement, je dois le payer là. Je vais le payer en plus à la chance. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas, peut-être que mon père a payé 2 avocats. Mais maintenant, on évite d'aborder le sujet parce que c'est un sujet... on a tendance à s'engueuler, vous comprenez? Voilà. Okay. D'accord. Je voulais savoir aussi, hein, du moment où ils étaient en négociation d'extrader, n'est-ce pas, notre très cher frère Zaga, au cours du table, tu as parlé, n'est-ce pas, que le président demandait à ce qu'on nous livre des armes du côté de la France. Est-ce que finalement, les armes ont été livrées? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que comme l'accord ne s'est pas fait, donc en tout cas, c'est pas par rapport à moi, quoi. Si ça se fait, ce sera pas par rapport à moi. Parce que finalement, le président du Togo avait quitté la table de la réunion. Donc non. Et les Français, ils sont carrés. Hein. Si il faut un accord signé et tout. Hein. Donc et encore une fois, c'est pas les Français qui m'ont fait libérer. Donc non, c'est pas les Français qui m'ont fait libérer. Donc non. Ce sera pas par rapport à. En tout cas, s'il y a des livraisons, ce sera pas dans le cadre d'un accord par rapport à moi. D'accord. On a appris que entre-temps, votre papa a été arrêté à l'ambassade du Togo. Bon, et puis on a aussi su que votre papa a refusé à ce qu'on en parle sur les réseaux sociaux ou sur les journaux. Bon, est-ce que vous savez les raisons, s'il vous plaît? En fait, bon, avec mon père, on s'est pris la tête à ce sujet quand je suis sorti, même quand je suis sorti même avec ma sœur, parce que en fait, je voulais contacter Zaga quand j'étais en France pour le rencontrer et ma sœur a refusé de me donner son numéro, donc bon, j'ai laissé tomber. Et oui, en fait, si vous voulez, ma famille, en fait, la stratégie de défense de mon avocat, c'était de dire que je ne suis pas membre du M66, que en fait, je n'ai rien à voir avec le M66. Et donc, si vous voulez, du coup, si vous voulez, il voulait pas que le régime togolais suspecte qu'il y a un lien entre moi et le M66. Donc, c'est pourquoi il voulait pas que, par exemple, vous fassiez une marche, que le M66 fasse une marche pour moi, ou bien que le M66, je sais pas, moi même m'envoie de l'argent et tout ça, parce que voilà, il voulait pas que je sois associé au M66. Et mais voilà, oui, je comprends aussi, voilà, mais bon, moi je redis encore une fois, je suis pas membre du M66, on est des alliés, quoi. Moi je suis un militant, mais je suis pas membre du M66. Après moi comment dire, on est des camarades. On est des camarades. Mais moi en tout cas, je vous remercie. J'ai besoin de votre soutien. Oui, par le passé, vous savez, monsieur le ministre de la Justice, Adjurouvi, il était passé par la France 24 et clairement, aux yeux du monde entier, le monsieur, il a déclaré qu'il n'y a pas de torture au Togo, il n'y a pas de miliciens
au Togo. Bon, toi, par exemple, vous avez suivi tout leur désarroi en prison là, avec tout ce que vous avez vu. De nos jours, tel que vous êtes sorti, comment est-ce que vous pouvez qualifier le gouvernement togolais devant tout ce que vous avez suivi jusqu'à ce jour? Ah mais ouais, le gouvernement togolais, pardon aux autorités togolaises encore parce qu'ils vont m'entendre, mais moi je suis quelqu'un de franc. C'est un gouvernement sanguinaire, diabolique, satanique et méchant. Et c'est un gouvernement, je dirais, opportuniste, quoi. C'est opportuniste, en tout cas sur le plan international. Et je suis désolé, le ministre a menti. Il y a la torture, en tout cas au SCRIC, j'étais témoin de la torture. Combien de fois j'ai vu même un vieux de quoi, peut-être de 63 ans, 64 ans, se faire torturer au niveau des pieds. Et il a fait quoi? Il est resté quoi? 1 semaine ou 15 jours à l'hôpital, je crois. Nombre d'enfants, j'ai vu des jeunes se faire torturer au niveau des pieds, ils ne pouvaient pas marcher. Je vous ai dit, j'ai même sauvé un enfant du village du président. C'est peut-être grâce à lui aussi que j'ai été libéré. Parce que les gens du village du président lui disent non, là c'est trop quand même. Parce que j'ai même sauvé un enfant du président de la torture. Ma dernière question pour te libérer, s'il te plaît. Oui. Aujourd'hui, en tant que Steve, quelles seraient vos conditions pour les conditions sur lesquelles vous pouvez marcher pour retourner au Togo? Sur quelles conditions vous pouvez retourner au Togo en fait? Voilà ma question. Non, mais après j'ai un petit point à rajouter, mais la seule condition pour que je puisse retourner au Togo, effectivement, c'est qu'il y ait un changement du régime. Mais là, si je retourne au Togo ou en Afrique, soit dans le meilleur des cas, je serai emprisonné, soit on va me tuer. Donc je sais que je pourrais plus retourner en Afrique. Et moi aussi, je vais me battre, malheureusement, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie pour qu'il y ait un changement au Togo, parce qu'on peut pas admettre une dictature qui tue des innocents. Et moi, j'ai le mot que... Alors moi, j'aurais un petit mot, c'est que j'appelle à la libération des 67 derniers détenus politiques. Je demande la libération aux détenus du SRIC, comme Jean-Paul Oumoulou, Seption Télé, Presilia, Ali Galba, j'ai dit Issa, Yakanou, Moumouni, ainsi que les 67 ou 68 détenus politiques togolais. Et j'appelle vraiment au peuple togolais à travailler sur un projet de changement, sur une charte, sur une feuille de route, sur un programme pour un changement. Et j'appelle tous les Togolais à l'unité et à se mobiliser, ne jamais lâcher, à se battre. Je sais que c'est pas facile parce que actuellement le président règne de manière hégémonique au Togo, mais je demande au peuple togolais de ne pas lâcher, de se mobiliser. Il faut qu'on soit tous unis pour le changement, quoi, pour que le président quitte le pouvoir avec son gouvernement. Ok, merci beaucoup, Steve Ouya. Dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qui sont en live présentement, s'il te plaît, Zaga? Bon, Steve, moi, dernière question. Attends, quand tu étais là-bas... Romain, Kodjo Togan, doucement, s'il te plaît. Daga, on t'entend Micro. pas. Dans le crédit de ma Sofion, amenez les connecteurs. Il y a un commentaire, mais amenez les connecteurs présentement. 30 minutes. Commentaire, mais il y a un faut y a au bureau fait segodo le port direct. Orola c'est comme benari. Togoari. Et nous collons on a mis le lajra Togoro. Ne au pobena et nous collons le jol Togo à nous n'aurait bien continuer néné. Voix au laté jo l'entifa famé. Au laté jo l'entifa parce et dit colebi y au lava France les filles. Bena ya on est sorti tout zaga na et ken boye ya la vous yo gbe bon ma son yo bidi jo le table dia o le bidi baloé parce que e du agbele dare nya pata minya nya ke ken ke mi le Togo mi nyan que le Togo président Amérique pe mou le cas na hypocrite beni Amérique pe que le Togo présentement nya be e du agbele au mou on de pe to le du amose c'est un fait. Pourquoi tu t'énerves en fait? 20 ans au pouvoir, 60 ans au pouvoir, toi et ton papa. On n'a qu'un seul stade.
On n'a même pas de palais de la culture. La culture, elle est morte. Au moins, c'est que si tu faisais des choses pour le pays, on peut comprendre que tu t'énerves. Mais tu n'as rien fait. Et puis Zéro. tu t'énerves. Zéro, nul. Je comprends pas en fait. Il n'y a pas d'hôpitaux, les gens meurent tous les jours au Togo. Et c'est toi qui te joues au Gangamba. Tu viens Merde. ici pour dire que non, on doit extrader Zaga avec des armes. Encore, c'est encore, m'dave dachuno alors m'ken d'abord non. Bombo Clato. Ok. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Zaga. Kodjo Togan, vas-y sur ta Oui, question. Steve, j'ai une dernière question, puis après ça, on va te laisser parce qu'on a pris beaucoup de ton temps. Je voudrais savoir, quand tu étais au SCRIC, est-ce qu'il y a un membre du gouvernement qui est venu te poser des questions, à part ces commandants et ces lieutenants que tu nous as cités auparavant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vraiment... Non? Non. Il y a juste à la fin de mon séjour, je crois 2 ou 3 jours avant ma libération, le président du Togo est venu au SCRIC. Mais ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais non, j'ai pas été interrogé. Ah ouais, Mais le alors- président même était au SCRIC? Ouais, il est venu au SCRIC, ouais. Hein, pour souhaiter les vœux. Ok. Et je ne pas croiser parce que moi, j'aurais dit les 4 vérités, je m'en fous, j'aurais dit les 4 vérités. Ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais de ce truc que je voulais dire, c'est que moi, tous les camarades qui vivent dans les pays de l'AES, qui sont originaires des pays de l'AES, moi je voulais leur dire que le président du Togo, en fait, il joue une posture. C'est une posture qu'il joue face à l'AES. Il soutient pas l'AES parce que moi, j'avais des informations que J'ai pas Damiba, bien entendu là-bas, s'il te plaît. J'ai pas bien entendu, s'il te plaît. je dis que Oui. j'ai dit aux ressortissants des pays de l'AES, Oui. je leur dis que le président du Togo n'est pas un allié de l'AES. C'est une position de posture. Parce que moi, quand j'étais au Togo, et c'est pour ça aussi j'ai participé à la mobilisation du 6 juin, j'avais les informations que Damiba préparait un coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Et c'est pour ça aussi que j'ai participé à la manifestation. Et malheureusement, je me suis fait arrêter, mais j'avais cette information qui faisait des allers-retours entre Lomé et le nord du Togo. Et le président du Togo ne pouvait pas ne pas être au courant qu'il préparait des attentats. Et Damiba, moi je suis persuadé qu'il était soutenu par la France pour la préparation de ces attentats. C'est pour ça que d'ailleurs quand j'étais enfermé au début, ils ne m'ont pas soutenu parce que ils étaient gênés quoi. Et moi ce que je veux dire par là, c'est que le président du Togo et le régime, et le gouvernement ont menti sur moi et sur les jeunes qui se sont mobilisés le 6 juin pour dire que moi j'étais un espion français et que les jeunes étaient manipulés par la France pour renverser le président. Et avec le coup d'État raté qui a été raté de peu sur Ibrahim Traoré, a prouvé que c'est nous les vrais panafricanistes. C'est nous qui disons la vérité. C'est nous qui sommes les défenseurs de l'AES. Et donc, le président du Togo a menti au pays de l'AES. Et c'est pourquoi, quand ils ont exigé l'extradition de Damiba, le président du Togo ne pouvait pas refuser. Parce que comme il leur a déjà menti une fois, là maintenant, ils ne rentrent plus dans leur mensonge. Donc voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc non, le président du Togo n'est pas un ami de l'AES. C'est juste une posture. C'est juste une posture. Voilà. Ok, Vous avez un d'accord. message spécial pour l'AES? Oui, moi, j'avoue que je suis un petit peu déçu des dirigeants de l'AES parce que même pas des oranges ils nous ont donné pendant qu'on était en prison. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais détenu au SRIC. On était à 2 avec mon second, mais il y avait encore 50 ou 60 personnes, je crois, qui étaient détenues à la prison de Lomé par rapport à la manifestation du 6 juin. Et donc, pas même une orange ils nous ont donné, pas même une déclaration, pas même ils nous ont envoyé un représentant diplomatique pour demander comment on va, pour nous demander si on n'a pas besoin de quelque chose. Voilà. Donc, je suis très déçu, très déçu. Et j'étais très déçu moi dans ma cellule et voilà, et ce qui est arrivé le 3 janvier est arrivé et qu'ils se méfient parce que par rapport au port de Lomé, hein, c'est par rapport au port de Lomé qui soutiennent le président du Togo, mais il faut qu'ils sachent, hein,
il faut qu'ils sachent qu'ils doivent faire très attention. Qu'ils doivent faire très attention. Parce que à vouloir mettre en avant leur ventre, le port de Lomé, au détriment de la vie des Togolais et au détriment aussi de leur sécurité, ben un jour ça va leur coûter très très cher. Et ils ont cher, merci, très cher là. Je dis que le coup d'État a failli passer, hein. A failli passer. Donc j'espère qu'ils ont appris la leçon. Et alors j'ai appris après que, j'ai appris soit pendant ma détention, je crois, qu'ils ont essayé quand même, de manière discrète, ils ont demandé au président de nous libérer, quoi, d'être indulgent avec nous, de nous libérer, mais il a refusé. J'ai appris que, voilà, ils ont quand même essayé, mais voilà, c'était pas suffisant. On a eu aucun soutien. Et je dis franchement, même Kémy Séba, j'étais déçu. Kémy Séba, je suis déçu. Nathalie Liang, je suis déçu. Le Franklin, là, je suis déçu. Voilà, maintenant, après, il n'y a pas de souci, je continue le combat pour une Afrique souveraine et développée, mais je suis très déçu d'eux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Steve Ria. On tire vers la fin. Exactement, réponds-nous. Comment tu perçois le système judiciaire togolais? Mais le système judiciaire togolais n'est pas indépendant. Il est totalement sous la coupe, je dirais, du président. Alors, du moins en matière de djihadisme politique et tout ce qui est affaires sexuelles, je crois, et tout ce qui concerne les conflits dans l'entourage du président. Ça, c'est le président qui gère directement. Le juge d'instruction et le procureur sont des pantins pour ces problèmes-là. Après, le reste, les problèmes de terrain, les problèmes, je dirais, liés, je sais pas moi, aux autres délits, les vols et tout ça. Bon, ça, c'est effectivement, on peut dire que la justice est indépendante. Que là, effectivement, les juges travaillent de manière indépendante. Mais pour tout ce qui est politique, djihadisme, l'entourage du président et tout ce qui est affaires sexuelles, c'est dirigé directement par le président de la République. Et c'est quand lui et lui seul décide de voler libération que vous êtes libéré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, il n'y a pas vraiment de justice au Togo. Voilà. Mais il n'y a pas de justice, elle est pas indépendante. Moi, le juge d'instruction, je suis désolé, c'est un pantin. Moi, en tout cas, le juge d'instruction, je suis désolé. C'est un ancien, il est plus âgé que moi, je dois le respect. Mais c'est un pantin. Bah, le jour où j'ai été libéré le 31, le jour où j'ai été convoqué dans son bureau le 31, il m'annonce que je vais être libéré et que je vais rester, que je vais pouvoir rester au Togo, que si je vais quitter le Togo, je dois l'annoncer. Et une fois que je suis, qu'on me raccompagne au SRIC, 2 heures après, c'est-à-dire vers 19h, j'apprends que je vais être expulsé. Bon, j'avais déjà les informations de par les agents de l'ambassade de France, donc je m'en doutais un peu. Mais quand il m'a annoncé que j'allais pouvoir rester au Togo, bon, moi j'étais content. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est un pantin. C'est pas lui qui a décidé de ma libération, c'est le président du Togo. C'est le président du Togo qui a décidé de ma libération. Donc la justice togolaise n'est pas indépendante. Voilà, désolé. Je dis crûment, bon, peut-être ça va me poser des problèmes, mais moi je dis la vérité. Enfin, moi je dis ce que je pense. Bien sûr. La justice indépendante, c'est pas une justice indépendante, malheureusement. Bon, pour un mot de fin, j'aimerais juste dire quelque chose si vous permettez. Oui. Moi, Steve, moi je souhaite aujourd'hui pour toi, parce que en fait, tu as failli te faire tuer. Tu es sorti dans quelque chose que tu peux même pas imaginer. Je sais. Peut-être que tu t'es pas fait torturer physiquement, mais tu as reçu des coups. On t'a mis dans une cellule très sale. Tu pouvais mourir là-bas. Je te jure. Là, tu es sorti de ça et j'espère que tu vas porter plainte contre eux et que tu vas vraiment rester dans ton combat. Voilà, ici en France et Guadeloupe, tout ça, tu n'as rien à craindre. Tu peux aller même dans les pays africains, tu le sais très bien. Tu es un Français, tu peux aller partout où tu veux. Il faut rester dans le combat. Maintenant, les gens qui ont intervenu, tout ça pour ta sortie, Dieu merci que tu en avais. Mais la plupart, la grande majorité n'ont pas cette chance-là. Par exemple, un gars comme moi, on m'estrade au Togo, mais Faure Gnassingbé, il va me pendre avec mes couilles en l'air. Ouais.
ça lui fera plaisir de me voir tout le temps, tu vois. Donc du coup, félicitations à toi et puis bon courage à toi, frérot. Ah oui, il faut surtout pas que tu ailles au Togo. Ils vont, je veux pas dire, mais ils vont te fusiller. Hein. Je te dis franchement, ils vont te torturer, ils vont te, ils vont te torturer. Tu peux pas t'imaginer. Ils vont te taper et ils vont te fusiller. Moi, 2 jours après mon arrestation. Steve, on va essayer de coder les mots un peu par rapport à. Je suis désolé. Ouais. C'est vrai que 2 jours après mon arrestation, l'adjudant-chef m'annonce qu'on va me fusiller, quoi. Je sais pas si je peux le dire. Oui. Et ça m'a choqué. Parce que moi, Les gens disent souvent que tout ce qui se passe au Togo, du côté de la justice, de la torture, de la sortie des miliciens, du bastonnage de la jeunesse, de la violence des femmes et tout ça, les gens et certains journalistes disent que le président de la République n'est pas au courant. Ça dit, les gens font savoir à la jeunesse togolaise que tout ce qui se passe autour du Togo, que le président n'est pas au courant, que c'est ces alentours qui font tous ces désarrois. Mais de nos jours, nous sommes au courant que lui-même, il va à la table de négociation. Lui-même, c'est la justice qui nous demande permission avant d'exécuter sur le terrain. Ça veut dire que tout ce qui se passe au Togo, de tous les morts, de tous les prisonniers, Faure Gnassingbé, il est au courant de pipe et de tabac et il est responsable de tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci. J'espère que tu vas porter plainte et qu'il faudrait que tu témoignes même devant toute l'Europe. Parce que ces genres de trucs, c'est des vrais combats. Tu es sorti de ça pour un but. Moi, je le sais. Et je pense que toi aussi, tu sais. Tu es sorti de là pour un but. Et c'est la nature même qui va gérer tout ça. Merci. J'ai pas pensé, mais oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Après, faut que je vois si c'est recevable en termes de justice. Mais ouais, pourquoi pas, parce que moi, j'ai des enfants au bas âge et j'ai vu des enfants souffrir de faim et tout ça. Mais moi, ce que je vais compléter avec ton collègue, oui, il y a une milice. Et d'ailleurs, le président est au courant. Vous savez, il y a une milice. Vous savez, le soir, la milice qui a arrêté Amron, qui avait arrêté Amron. Ils étaient à 40 ou 50 fusils à la main, vraiment une honte. Mais c'est une milice qui est basée au palais présidentiel. Donc il ne peut pas, cette milice-là ne peut pas aller chercher Amron sans qu'ils soient au courant, puisque leur caserne, si vous voulez, elle est installée au sein du palais présidentiel. Donc faut qu'on arrête faut qu'ils arrêtent de mentir. Il faut qu'ils arrêtent de mentir quand même. En 2026, c'est pas acceptable. Et vous imaginez, c'est une milice de 50 pays. Ils étaient à 50 personnes, fusillés à la main. Ils ont été devant Amron. Quand j'ai vu ça, et que le lendemain, après je coupe, après je vous laisse la parole à lancer le live, j'ai dit non, je vais me mobiliser. Même si je sais que c'est un traquenard, je vais me mobiliser et j'irai à la manifestation du 6 juin, d'autant plus que ils l'ont torturé, ils l'ont piqué pour le faire passer pour un fou. Non, c'est un scandale, En tout cas, ok. On a encore 5 minutes, pas plus, et après, on te laisse. Je voulais savoir, quel message adresses-tu aux autres prisonniers politiques et aux autorités concernées? Non, moi, je demande vraiment aux prisonniers politiques de tenir bon, d'être solidaires. J'appelle le peuple togolais à aider financièrement les détenus politiques. N'hésitez pas à leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter à manger, pour qu'ils puissent financer les études de leurs enfants, aider leurs familles. Et j'appelle encore une fois le gouvernement togolais, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on lance une guerre, et avant qu'il soit trop tard, de libérer les détenus politiques. Parce que pour le moment, je respecte relativement cette trêve-là. J'ai fait une entorse en participant au live du M66 un peu, on va dire. Donc j'essaie de respecter la trêve, mais si la trêve n'est pas respectée, moi je vais repartir en guerre, et je suis même prêt à repartir en Afrique, et s'il faut aller au Togo encore, parce que je n'aime pas les injustices. Donc j'appelle vraiment encore le régime togolais à libérer, si vous voulez, les derniers détenus politiques avant que
on parte en guerre et moi je vais perdre, mais eux aussi ils vont perdre aussi. Et je les avais prévenus au départ hein, qu'en m'arrêtant, ils allaient prendre des coups, ils m'ont pas pris au sérieux. Là je les réavertis encore. Libérez les derniers détenus politiques, s'il vous plaît. Comme ça, s'il faut, on va avancer quoi. Je dis pas que tous les problèmes sont réglés, mais en tout cas pour ma part, je suis prêt à discuter, je suis prêt quitte à ce qu'on fasse une table ronde, je sais pas, mais voilà, c'est le message que je donne au président du Togo, Faure Gnassingbé, ainsi qu'au gouvernement, s'il vous plaît, libérez les derniers prisonniers politiques qui sont innocents. Ils sont innocents, libérez-le. Je fais pas de menaces, hein, mais c'est, comment dirais-je, avant que il n'ait à le regretter. Voilà. Donc, s'il vous plaît, libérez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Libérez-les. Ok, d'accord. Steve, on va revenir vraiment en arrière. Tu peux nous dire le nom de ton ami qui t'a donné le traite? Bon, alors, bon, il s'appelle Nîmes. Alors, bon, après, on a discuté, on a fait un débriefing, comme on dit. Bon, lui, il me dit que il a été suivi, que c'est comme ça que ils sont arrivés jusqu'à moi et ils m'ont arrêté. Mais bon, je pense que c'est un espion. Après, voilà, je suis quand même en bon terme avec lui. On discute. Bon, maintenant, je vais plus militer avec lui, mais bon, on échange quand même. Bon, je veux pas qu'on lui fasse du mal parce que c'est quelqu'un qui est handicapé. Il lui manque une jambe. Donc voilà, mais ouais, il s'appelle Nîmes. Mais après, voilà, ce que je demande au peuple togolais, bon, comme il est handicapé quand même, sa maman est gravement malade, donc j'ai pas de le pardonner, hein. Mais bon, laissons-le tranquille. Je pense que la priorité de notre combat, encore une fois, c'est la libération des détenus et que le peuple togolais soit enfin libre et débarrassé de la dictature. Voilà. Ok. Les combattants, je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin. Si vous avez d'autres questions ou voilà. Juste une question. Je voulais savoir, Monsieur Steve, que la réponse soit vraiment claire parce que c'est important, s'il te plaît. Est-ce que le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il vient au SCRIC? Non, il est juste venu au SCRIC, comme je dis, pour les vœux. Et ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Et moi, si on s'était croisé, moi, j'aurais dit les 4 vérités. J'aurais interpellé. Mais non, sinon, en tout cas, durant mon séjour, il n'est jamais venu au SCRIC. Mais je sais que le colonel aurait fait directement avec le président, hein, ça c'est clair. Parce que même le juge d'instruction, pour vous dire, ont peur des agents du SCRIC. Hein. Non, ils ont énormément de pouvoir. Hein. C'est vraiment toute carte blanche. Hein. Ils ont zéro limite. Hein. Ils ont énormément de moyens. Hein. De moyens matériels et de moyens financiers, quoi. Et en moyens humains. C'est vraiment un peu le FBI du Togo, quoi, comme on dit. Donc voilà, mais non, je l'ai vu qu'une seule fois. Enfin, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai su qu'il est venu qu'une seule fois durant mon séjour. Ok. Bon, merci beaucoup. Et puis, Tawewi, on va laisser Steve Rouya. Comme ça, peut-être que dans d'autres lives, on aura le temps de voilà. Sur les trucs. Mais Steve Rouya, sache que nous, on a toujours été ton soutien. Hein? Ok. Et après, il y a eu des histoires que les gens veulent faire savoir que genre, c'est nous qui avions fait qu'on t'a mis dans les problèmes, alors que tu n'avais rien. Moi, j'ai jamais été à contact avec toi. Je te connaissais pas du tout. Donc, tu ne fais pas partie du UN66. Tu as soutenu juste le combat du Togo. Donc, merci beaucoup pour ça. Tu es rentré en enfer, hein, mais tu es ressorti encore plus fort. Donc, franchement, courage à toi. Et puis, prends soin de toi. On est ensemble. Roméo, un mot de fin pour Steve. Ah, vraiment, mon frère, vous savez, j'ai écouté ce soir quand tu parlais, je sens l'amour de la race noire en toi. Je sens, n'est-ce pas, l'amour de l'Afrique en toi. Et tu es vraiment touché par le sort duquel traversent les Togolais. Tu es vraiment dépassé de voir, n'est-ce pas, un être humain noir traiter ses propres frères noirs de la sorte. C'est le mot même qui t'a banni le cerveau, en fait. De voir
un Togolais, soi-disant, président de la République, qui donne des ordres à ce qu'on détruit son propre peuple de la sorte. Du jamais vu dans le monde entier, du père au fils, depuis 60 ans que les Togolais vivent dans ce genre de choses. Mais vraiment, comme Zaga vient de le dire, tu es sorti de l'enfer, aujourd'hui tu vois le jour. Tu es un homme, tu es un garçon, tu dégages, n'est-ce pas, de l'énergie positive. Reste là-dessus, on reste ensemble en tant que les garçons du continent, en tant que les garçons du Togo. On va y arriver. Ne sois pas découragé et ne les pardonne pas. Parce que là où nous sommes, c'est pipe et tabac. S'ils demandent à ce que on exporte, n'est-ce pas, Zaga au Togo, c'est pour pouvoir tuer encore les Togolais ou c'est pour encore mettre fin à cette lutte. Parce que lui-même, il sait très bien que cette lutte, c'est ça qui va définir sa fin. Et ça va arriver. Donc du coup, mon frère Steve, bon courage à toi. N'oublie pas les médicaments, n'oublie pas la prière. Prends soin de toi. Le monde, l'Afrique et le Togo ont besoin de toi, mon frère. Merci beaucoup. Oui, Quand Toga, un petit mot pour Steve. Bon, je veux dire merci à Steve. Merci beaucoup pour ton témoignage sincère. Je te dis vraiment merci. Et puis, ce que moi, j'ai à te dire, comme tu connais un peu notre ministre de la Justice, essaie de lui dire, de le confirmer que vraiment au Togo, il y a la torture. Il faut lui dire d'arrêter de mentir, de ne plus aller dire des bêtises comme ça. Et si tu peux le confronter, tu n'es pas obligé de venir nous le dire, mais tu veux vraiment le confronter pour lui dire s'il est dans ce système, s'il est vraiment heureux comme ça, d'être dans un pays où on torture, où lui-même était en France et sans le savoir, ce même gars était un fief opposant à Fonia Sigbi. Il y a encore ces vidéos sur YouTube où il insultait, dénonçait tout ce qu'on d'aujourd'hui dénonçait et brusquement, il a fait un virage à 360 degrés. Aujourd'hui, il est là à aider la même personne que lui-même critiquait contre quelques billets de banque pour torturer les Togolais jusqu'à ce que ça tombe sur un proche de lui comme toi. Tu vois? Donc le monde est petit. Donc il faut lui dire d'enlever ses pattes dans ce truc. En tout cas, il faut le confronter pour lui dire les vraies vérités comme un garçon. Comme ça, tu le dis toujours. Reste toujours droit. Ne vends jamais tes bottes. Et on est ensemble avec toi jusqu'à l'éternité. On va trouver quelque chose au Togo. Merci. Merci. En toute transparence, j'ai laissé à mon avocat une liste de détenus du SCRIC et avec les détenus et le nombre de détenus de la prison de Lomé. Et j'ai chargé mon avocat, Maître Charles Laté, de remettre ça au ministre de la Justice. Et parce que effectivement, il a fait savoir qu'il n'était pas satisfait, il n'était pas content de mes derniers lives sur TikTok. Mais encore une fois, je lui ai dit que s'ils veulent que moi je m'occupe que de mes affaires en Guadeloupe et non pas des affaires du Togo, qu'ils libèrent les détenus politiques. Et je lui ai laissé une liste que j'ai signée et j'ai remis à mon avocat de lui remettre. Donc je vous donne l'info. Et puis voilà, mais dernier point, vous savez, le 8 décembre, j'étais dans ma cellule, j'ai vu les gendarmes partir avec une mitrailleuse. Dans un pick-up, il y avait une mitrailleuse à l'arrière. C'est les mitrailleuses qu'on utilise pour combattre les djihadistes. Ils ont été patrouillés avec ça dans tout Lomé. À 4h du matin, ils sont partis patrouiller dans Lomé avec une mitrailleuse. Et il y avait une moto avec où ils étaient à deux, dont un soldat, un gendarme à l'arrière qui avait un fusil à la main. Comment vous appelez cette démocratie? Comment voulez-vous que les gens puissent se mobiliser? Parce que si un soldat tire sur la population, ben il sera couvert, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mobilisation. C'est pas que les gens ne veulent pas, mais c'est qu'ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur parce que ils hésitent pas à tirer. Moi, je vous avoue que si j'étais resté au Togo, je serais resté neutre, quoi, parce que c'est très 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 dangereux. Donc voilà, c'est pas facile, mais on doit continuer à se battre. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup Steve, vraiment, je te souhaite beaucoup de courage, merci beaucoup pour ton franc-parler, et on peut pas terminer ce live sans toutefois dire un grand merci et beaucoup de courage à ta femme, à ton père, à ta mère, toute ta famille qui ont eu à subir ton absence, d'accord? Tu es ici chez toi, dans ta maison, tu es toujours
le bienvenu dans ce live. À chaque fois, tu auras des questions. On a besoin de toi dans ce combat. Merci. Et merci à Dieu. Je remercie Dieu vraiment. C'est aussi grâce à lui que j'ai été libéré et grâce aux ancêtres. Voilà. Merci beaucoup. Bon, tu peux partir quand tu veux. D'accord, ok, merci. Merci. Bye bye.